Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Julien Waddol. J'étais géographe à la base et j'ai écrit ma première ligne de code à 23 ans. Donc, comme quoi il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, je suis consultant SIG. Je donne des formations sur tout un tas d'outils open source liés à la géographie. Donc QGIS, PostGIS et GeoServer. Et je fais un peu du dev, sauf pour la partie front-end. Et je travaille comme compte depuis 7 ans. Euh, je te fais une slide de présentation de ma boîte. Donc voilà, elle est fondée en 2001. On est à 290 employés sur 3 pays et on est un acteur majeur de l'open source dans 3 domaines. Le géospatial, donc ce que j'ai un peu dit, business autour d'un ERP qui s'appelle Odoo et infrastructure, mon collègue qui vous présentera tout à l'heure. Et les trois se basent sur Postgres au niveau de leur base de données. Donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de ce que c'est l'indexation d'un point de vue géographique. Ensuite, ce qu'est l'indexation H3. On va regarder quelques fonctionnalités de H3 Core, comment H3 Core a été intégré dans Postgres et avec des exemples avec des données OSM. Euh, donc un index spatial, c'est une structure de données qui va permettre d'interroger efficacement pour récupérer des données spatiales, que ce soit des points, des lignes ou des polygones. L'objectif, c'est comme n'importe quel index, c'est d'améliorer la performance et s'organiser en divisant l'espace en des régions plus petites, ce qui va permettre au système de réduire rapidement la zone de recherche pour se focaliser sur la zone qui l'intéresse. Euh, donc là, je vais présenter 4 façons d'indexer. Pas toutes sont disponibles dans Postgres. La plus connue, c'est la GIST, qui se base sur du RODB-tree. Ensuite, on a le quad tree qui va diviser les polygones en 4 sous-polygones récursivement. Il y a la partie GeoH qui découpe la planète avec des carrés de même taille qui vont être de plus en plus petits et des chaînes de caractères de plus en plus longs. Et Google a également fait son propre indexation S2. Vous pouvez voir là. Rapidement en détail, GIST, comment ça marche? C'est donc une méthode d'accès équilibrée et structurée. Vous voyez à droite comment c'est représenté. On va dessiner des sortes de bounding box autour de points. Et on va donc d'abord taper dans la bounding box avant d'aller taper dans les points. C'est l'indexation qui est utilisée de base dans PostGIS. Le quadtree, comme je l'ai dit avant, c'est une structure de données. Pour chacun des nœuds, tu as 0 ou 4 enfants. Voilà. Le GeoH, donc c'est basé sur la courbe de Lebesgue, comment ça se prononce. C'est beaucoup utilisé dans le monde géospatial pour représenter les différentes zones. Donc on divise en 4, puis en 4, puis en 4, avec plus grande précision, avec des chaînes de plus en plus longues. Du coup, j'ai rapidement parlé de S2, qui va se rapprocher un peu de H3. H3, on verra, c'est des hexagones. Ici, c'est des carrés. Ça se base sur la courbe d'Hilbert. Pareil, c'est des calculs assez complexes en mathématiques et qui vont avoir différentes tailles en fonction de la résolution. Globalement, ça, c'est la comparaison. Le mieux, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, le mieux reste toujours R-tree, B-tree pour PostGIS, puisqu'il marche avec des points, des lignes et des polygones et permet de faire des calculs d'analyse assez poussés. Ok, donc l'indexation H3. Donc ça a été développé par Uber pour améliorer tout ce que fait Uber, notamment aux États-Unis, où ils avaient des grosses quantités de données à certaines heures et les indexations classiques ne pouvaient pas fonctionner. Donc ils ont développé H3, qui l'ont rendu open source en 2018 et on est actuellement en V4 depuis 2021. Donc c'est un système d'indexation spatiale hiérarchique basé sur l'hexagone. Et l'application, on verra aussi un peu plus tard, ça ne répond pas à toutes les problématiques, mais c'est très utilisé dans tout ce qui est planification urbaine, santé publique, dans le monde militaire, ainsi de suite.
Donc, il y a une grosse communauté, et depuis que c'est open source encore plus, il y a le lien qui est là-dessous pour plus tard. Alors, le concept de l'indexation, c'est de recouvrir la Terre avec une grille globale, avec un carrelage hexagonal et des index qui vont être hiérarchiques. Une délimitation de H3 également, ça va être, c'est basé sur donc, le système de projection latitude-longitude en 43-26. Il ne va pas gérer les autres systèmes de projection, mais vous allez voir pourquoi. La grille qu'on a vue précédemment, elle est basée sur l'icosaèdre, qui est une forme qui crée de manière récursive des grilles hexagonales de précision de plus en plus élevées, jusqu'à atteindre une résolution souhaitée. Donc la planète n'est pas plate, etc., etc., etc. Et pour pouvoir avoir une grille régulière, on essaie de représenter ça. Donc je ne sais pas si vous voyez sur l'image, on a des hexagones, et il y a une particularité, c'est que en noir, vous allez avoir un certain nombre de pentagones. Donc pour chacune des résolutions, donc ça c'est la résolution 0 de base, vous allez avoir à chaque niveau 12 pentagones. Pourquoi un hexagone et un pentagone, enfin, et 12 pentagones par niveau? C'est tout simplement parce que la forme est assez intéressante comparée aux autres formes dont je vous parlais tout à l'heure de S3, de Google. L'hexagone doit toujours avoir 6 voisins. Les centroïdes vont toujours être à la même distance dessus, comparé au triangle et au carré, comme vous pouvez voir sur la petite image là. Voilà, tous les espaces à travers l'hexagone vont être bien représentés. Et, ouais, ouais. Ah, ça a marché ça. Ouais. Du coup, la H3 se base sur la projection de Fuller, en français on dit ça, et en anglais on dit Dymaxion Map. Est-ce que vous pouvez remarquer quelque chose? J'essaie de remettre. Voilà. Alors, non. Alors, en fait, c'est simplement qu'il est découpé au niveau des océans. Et ça veut dire que la déformation spatiale n'a pas lieu sur le continent. Et dans l'analyse de données, généralement, on s'en fout un peu ce qui se passe dans les océans. Et du coup, cette forme-là a été conçue pour éviter au maximum les... Ça dépend, oui. Maximum les déformations. Voilà. Bon, on l'utilise pas tous les jours parce qu'elle est... on ne sait pas où est le nord, on ne sait pas où est le sud, l'est et l'ouest. Et elle n'est pas très pratique. H3, du coup, utilise 16 niveaux de zoom. Comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours 12 pentagones. Dans ce cas de figure-là, on n'est pas au niveau des pentagones. Donc ça va de 0 à 15 jusqu'au niveau 9, on va voir à peu près la taille du polygone qui est à peu près de 1500 mètres. Il y a 5 milliards de lignes pour le globe. Donc ça ne sert à rien de générer ces milliards de lignes pour tout le globe. Ok, H3 Core. Donc quelques termes techniques. Voilà, l'un des intérêts de H3, c'est qu'il utilise un entier non signé de 64 bits et il va toujours être représenté sous une forme hexadécimale de 15 à 16, comparé à GOH qui est augmenté au fur et à mesure, lui il a toujours la même taille. Une cellule, ça va être l'unité polygonale, donc d'un point de vue géographique. Tout à l'heure, on avait juste une valeur comme ceci. Une cellule, ça va être la valeur soit un hexagone, soit un pentagone. Et la cellule de base, ça va être l'une des 122 cellules, donc les 110 hexagones et les 12 pentagones de niveau 0. Ce qui permet, à partir des hauts niveaux, d'aller chercher ces enfants. La bibliothèque H3 Core implémente le système de grille H3. Elle inclut tout un panel de fonctionnalités, comme trouver le centre, latitude-longitude d'une cellule, trouver les voisins les plus proches, calculer la frontière entre deux polygones, enfin entre deux hexagones et ainsi de suite.
pareil, le lien est là-dessus si vous voulez voir la documentation. Ok, H3 dans PostGIS. Donc c'est une extension Postgres qui est écrite en C, ne pas confondre par une fonctionnalité permet de faire des grilles dans PostGIS qui s'appelle Hexagon Grid, ça n'a rien à voir. Le GitHub est là. Alors c'est une extension qui est en fait juste un wrapper sur H3 Core. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités qui sont développées dessus. Et la documentation, il faut se référer à l'API. Voilà. Les noms de fonctions sont donc convertis en snake case et préfixés par H3. Vous avez 73 fonctions. Pas toutes sont utiles. Voilà, bon, c'est plus une petite image Docker. Comment mettre en place une base, ça va assez vite. Il y a un paquet Ubuntu en 16. Ça nécessite du coup l'extension PostGIS pour pouvoir jouer avec la géométrie. Le H3 également un lien entre H3 et PostGIS pour pouvoir passer d'un index à une forme géométrique. On va passer aux exemples. Donc moi je suis basé sur les données OSM, c'est des données gratuites, open source, etc. J'utilise OSM to PGSQL qui permet de charger des données au point PDF qui est le format d'OSM directement dans une base. Donc je construis l'image Docker, je la lance et puis j'importe les données dedans. Donc je crée un petit schéma et là je commence à créer une table X qui va contenir à la fois mon index H3 qui va être en primaire key, un ID qui va être la valeur représentative de H3 d'un point de vue varchar, la résolution, comme je l'ai dit, ça va de 0 à 15, et l'équivalent en géométrie. À noter que c'est forcément du multipolygone depuis la version 4. Avant, on utilisait du polygone et maintenant c'est du multipolygone. Et là, avec une petite contrainte pour forcer la résolution. Et à partir de là, je vais pouvoir insérer mes X de niveau 0. Donc la première méthode qu'on utilise, c'est H3 get résolution 0 des cellules, qui va pouvoir j'ai la petite image, va me créer ceci. Donc j'avais fait ces slides-là avant de venir à Lille, sinon j'aurais pris l'exemple de Lille, mais je viens de Grenoble, donc j'ai pris Grenoble. Donc je crée pareil un schéma, des tables X, et à partir de là, je vais en fait aller récupérer le niveau 0 de H3 qui intersecte mon polygone, et je crée un bounding box autour de Rhône-Alpes. Je crée un index spatial classique sur géométrie, c'est pas l'index H3, on verra juste après. Donc voilà à quoi ressemble le premier niveau de polygone. Donc Rhône-Alpes c'est ici. Je récupère l'ID là-dedans et ça va me servir de X de niveau 0. À partir de là, je vais générer ici 10 niveaux de H3, okay, avec une boucle là-dessus, et je vais utiliser deux méthodes, cell to children, qui va permettre à partir d'un hexagone parent de trouver les n hexagones enfants et récupérer la valeur géométrique de l'hexagone pour pouvoir utiliser ensuite une fonction d'intersection. Ensuite, je vais donc enfin créer les index. Donc j'ai récupéré des données OSM au format point et des données au format polygone. Et je vais générer deux index au niveau, en se basant donc sur la géométrie, donc c'est generated, au niveau de zoom 7 ici. Et ensuite que j'ai créé cette colonne-là, je crée l'index là-dessus. Donc niveau 7, c'est 1500 mètres environ. On verra, voilà, il y a plusieurs niveaux de résolution, ça dépend du use case. Dans ce cas de figure-là, j'utilisais 1500. Là, c'est l'utilisation avec l'index classique de Postgres, de PostGIS, où j'utilise une fonction qui s'appelle distance within. Donc je récupère
tous les points qui se trouvent à moins de 1500 mètres d'un bâtiment particulier. Du coup, ben là, ça prend 14 millisecondes pour me renvoyer le résultat. Si je fais la même chose avec H3, je fais la même requête, je me base là-dessus et en fait, je vais aller faire une jointure sur l'index et la cellule. Le résultat est donc de 3 millisecondes. Donc, c'est sur une petite zone 5 fois plus rapide. Et plus les données vont être importantes, plus cet écart va être également important. Après, notez que c'est pas aussi précis que de l'indexation classique, parce que tu te bases sur un hexagone, et l'hexagone n'est pas la géométrie elle-même. Le fonctionnement de H3, c'est chaque objet va être associé à un polygone, un hexagone, pardon, en fonction de sa résolution. Bon, visuellement, à quoi ça ressemble qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, là j'ai calculé uniquement la densité de nombre de points par rapport à un hexagone, avec une fonction un peu pareille que tout à l'heure, basée sur la résolution du niveau 10. Ça m'a pris 0,08 secondes pour générer cette image-là. Donc ça a été fait sous QGIS pour l'affichage. Mais ça montre globalement des tendances de voisinage, des choses comme ça, et ça se fait en vraiment pas longtemps. Donc ça, c'est à 120 mètres de résolution. Je me suis également amusé là-dessus pour jouer avec différentes résolutions. Vous verrez à la dernière slide, c'est pas conseillé d'avoir de différentes résolutions, mais on peut également jouer là-dessus un petit peu. La méthode était, pour chaque hexagone, si j'ai plus de 10 points, je vais aller le niveau en dessous et ainsi de suite. Donc, on peut la petite méthode ici. Et ça donne du coup des choses un peu comme ça. Donc avec toujours la base hexagone, et plus il y a une densité de points, plus on va les affiner et aller au niveau des enfants. Conclusion, H3 c'est une structure hiérarchique avec des résolutions qui vont de 4 millions de kilomètres carrés à même pas 1 mètre carré. La distance, ça c'est très important, la distance et le centroïde voisin est constante à une résolution donnée. Et la forme de l'hexagone, vu qu'on utilise d'Imaction, la forme de l'hexagone va être la même, peu importe si tu es en Australie ou en France, par exemple. Ce qui n'est pas le cas des autres projections. C'est ce que je viens de dire. Donc, c'est des entiers 64 bits. Donc, comparé à d'autres systèmes d'indexation, les entiers, c'est plus rapide que les non-entiers. On a également une très bonne documentation. Là, je vous ai montré, puisque c'est la journée Postgres, que c'est du PSQL, mais également des wrappers en Python, JavaScript et en C. Conclusion, alors c'est très bien pour tout ce qui est analyse de plus proches voisins, surtout dans la big data ou des grandes quantités de données, on appelle ça comme on veut. C'est nettement plus performant, notamment pour tout ce qui est data viz. C'est un peu le truc du moment où on veut voir ce qui se passe. Et quand tu as des calculs en temps réel, c'est beaucoup plus rapide avec H3. Ça marche très bien avec les points, et comme je dis, c'est très rapide. Je suis planté là-dedans, donc ça fonctionne uniquement avec les points. C'est une grille, donc il n'y a pas de calcul de surface. Hein, on ne peut pas dire le pourcentage de bâtiments qui se trouvent dans une zone inondable, ce genre de choses-là, c'est pas fait pour ça. Néanmoins, vous allez pouvoir récupérer ces bâtiments-là avec H3 et ensuite appliquer une fonction de PostGIS là-dessus. C'est basé sur des hexagones, et du coup, ça reste une approximation. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les résolutions multiples. Même si c'est possible, c'est pas forcément conseillé. Comme vous voyez sur l'écran, en fait, vu comment c'est géré les hexagones, les enfants ne vont pas être totalement à l'intérieur des pans. C'est pour cette raison qu'on va choisir dans les différents use cases une résolution par type de données et s'y tenir.
Du coup, le mot de la fin, ce n'est pas de moi. Je remets la source. Lorsqu'il faut travailler avec la big data, les analystes, on va souvent faire le compromis entre l'échelle et le détail, la vitesse et la précision. Et avec H3, ça permet de réduire cet écart. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle de là? J'en profite au passage. Nous, en astronomie, on utilise ILPIX, qui est des losanges, qui a exactement tous les mêmes avantages. Ça n'a pas été étudié? Non. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus en détail des cas d'usage où vous utilisez H3 plutôt que juste dire du big data ou dans quel cas de figure, justement, concrètement, vous allez recourir à cette indexation-là par rapport à l'indexation GIST habituelle? Donc là, on est en train de le mettre en place avec pgRoutine pour récupérer les nœuds. Quand on fait des gros calculs de distance, actuellement, on utilise les nœuds les plus proches en utilisant des intersections sur la bounding box. Et on est en train de mettre en place H3 pour justement améliorer la vitesse là-dessus. Ou surtout pour tout ce qui est donc plus proche voisin, les données qui bougent beaucoup, les relevés GPS, ce genre de choses-là, qui sont des fois on en a beaucoup, et afficher la position, comment on appelle ça, les tendances d'un point de vue géographique en utilisant H3. Il y a encore plein de temps pour des questions. Si j'ai bien compris, donc en fait la grille, les hexagones sont forcément en WGS 84. Est-ce que du coup ça force à reprojeter toute la donnée qui est en dessous qu'on va analyser, ou on peut la laisser dans une autre projection Alors, moi je triche un peu, je vais avoir les deux projections sur la même table, avec des colonnes générées. Voilà. Donc j'ai le 38-57 pour l'affichage, le 43-26 pour le calcul, et c'est comme ça qu'on joue. On a fini les questions. Eh bien, encore merci. Bravo.